Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. 5e semaine du vrai Ségur de la santé, mardi 16, mercredi 17. Et donc, on est très content de faire cette session-là consacrée à la pédiatrie. Je ne vais pas tellement en dire plus parce que je vais laisser les gens parler de ce qu'ils ont envie. J'étais très content parce qu'en fait, on avait du mal à monter cette audition et on avait du mal à avoir des pédiatres avec nous. Et puis pourtant, la périnatalité, ça fait partie des secteurs comme le grand âge, le handicap, le médico-social, vraiment en grande souffrance. En tout cas, moi, je suis alerté en permanence sur les services de pédiatrie, les services de néonat, et je ne comprenais pas les urgences pédiatriques qui ferment. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de pédiatres dans le collectif. Et voilà. Bon, mais en fait, l'audition, elle s'est montée facilement. Je me suis occupé de rien. Et je crois qu'il y a plein de monde ce soir. Mais du coup, je ne connais pas grand monde, à part une pédiatre du Sud dont je ne. Voilà. Les autres, je ne les connais pas très bien. Christelle, est-ce que toi, tu as participé à l'organisation? Oui, alors moi, du coup, je connais. Alors, Bérénice, on ne se connaît pas. Par contre, je ne connais pas Bérénice, mais je connais Vanessa qui va nous rejoindre bientôt. Elle m'a Ok, envoyé un message pour me dire qu'elle aura un peu ok. de retard. Elle va nous Donc là, rejoindre. il y a Bérénice avec nous. Voilà, je la vois. Et, Voilà. et tu me dis s'il y a d'autres personnes qui arrivent parce que il y avait d'autres personnes. Écoute, c'est pas très grave. Bérénice, on va te laisser te présenter. Christelle, un petit code entre nous. Quand je coupe la vidéo, c'est toi qui prends le relais. Tu vois ce que je veux dire? Je reste en contact, mais quand tu vois plus ma vidéo, tu prends le relais, s'il te plaît. Bérénice, merci beaucoup d'être venue. Moi, je crois, j'avais vu, je crois que tu travailles aux urgences pédiatriques. Oui, du sud francilien dans le 91. Parfait. Donc, nous, on avait entendu parler des urgences pédiatriques du 93, qui étaient un Ouais. petit peu en souffrance. Je ne sais pas si ça a rouvert. Écoute, pour nous, c'est important d'avoir des pédiatres, de vous entendre. On sait qu'il y a des fils rouges avec ce qu'on a déjà fait avant, hein. Tu vois, les ratios, la présence des infirmières, des aides-soignantes, peut-être le manque de lits, l'attractivité. Dans certains établissements, les pédiatres sont de garde sur place et des urgences pédiatriques, pas dans tous, mais assurément dans tous les hôpitaux, en tout cas, c'est l'anesthésiste qui parle. On a au moins un pédiatre d'astreinte pour pouvoir venir réanimer les bébés avec nous si ça va pas. Et j'ai quand même l'impression que ce qui colle à la peau de votre filière, c'est un manque de tout, de reconnaissance, de moyens. Et moi, j'ai quelques repères comme ça. Je sais que pendant l'épidémie de bronchiolite, c'était très compliqué. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais Arnaud, c'était une épidémie de bronchiolite. Et puis, je sais aussi qu'on a déprogrammé de la chirurgie pédiatrique. Alors, ça, c'est un truc qui me dépasse. Donc, en fait, la pédiatrie n'est pas protégée. Et donc, ce soir, si tu veux, Bérénice, on peut vous écouter, hein, mais sur le constat compliqué, mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est des propositions. Voilà. Parce qu'il y a que ça, c'est les propositions qui font changer les choses, c'est pas les constats. Allez, je te laisse parler, Bérénice. Ça marche. Ben, merci de m'avoir invité. Effectivement, je ne suis pas super active sur le CED, mais je suis bien ce qui se passe. Donc, moi, je suis Bérénice Chailloux, je suis responsable des urgences pédiatriques de l'hôpital de Corbeil dans le 91. Je suis un peu intimidée de parler un peu au nom de mes collègues, mais toutes les problématiques des urgences, tu as déjà très bien résumé tout ça. Donc, moi, je dis juste 2 mots sur mon parcours parce que ça me donne une Bien sûr, visibilité qui est un peu particulière. bien Moi, sûr. j'étais initialement urgentiste. Et après, j'ai été qualifiée dans un second temps en pédiatrie. Donc, j'ai un parcours professionnel où j'ai toujours eu un mi-temps hospitalier, aux urgences pédiatriques, et après un mi-temps en libéral, avec un mi-temps en plus de régulation au 15 à Necker, à Paris, dans le cadre de la permanence des soins. Et je ne regrette pas ce parcours parce que ça me donne, je trouve aujourd'hui, ça m'aide beaucoup à avoir une visibilité à 360 sur le libéral, l'hospitalier, la régulation. La répartition de l'offre de soins, en tout cas, c'est un parcours qui, moi, qui a été pour moi très formateur. Et je suis donc responsable des urgences pédiatriques de l'hôpital de Corbeil depuis 2 ans maintenant. En fait, juste avant le Covid, on m'a proposé cette heureuse mission. Donc voilà, juste pour planter un petit peu le décor, il y a ma collègue Cécile Guillaume qui est responsable, qui est une des pédiatres du service et qui est responsable de l'hôpital de jour, qui devrait nous rejoindre. Ça paraissait pertinent, si ça vous va, qu'elle soit là aussi, parce qu'elle est aussi en responsabilité de plein de choses dans le service. Au niveau des urgences pédiatriques, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir par où commencer. Tu as bien résumé toutes les problématiques, Arnaud. L'essentiel de ce qu'on vit et de ce qui paraît important à dire, c'est qu'on est vraiment, au niveau des urgences, une plaque tournante et au cœur d'une double problématique, qui est la problématique d'amont,
et d'aval. La problématique d'aval, c'est une problématique qui est commune dans tous les services, c'est-à-dire le manque de lits, le manque de moyens, le manque d'infirmières, le manque de budget, ça c'est un petit peu superposable. La problématique d'amont, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en ce moment parce qu'on a en tout cas sur Corbeil, et je pense que c'est le cas partout, je parle de Corbeil parce que je ne veux pas parler pour les autres, mais on est vraiment très impacté malgré le Covid, les épidémies de bronchiaux. Pour nous, finalement, le Covid, ça a été la reproduction à l'échelle nationale et même mondiale de notre petite bronchiolite tous les ans, en fait. Nous, tous les ans, au moment de la bronchiolite, on est sous l'eau, on affaiblit, on transfère en province. Il faut le dire, presque dans l'indifférence générale des tutelles et un peu de nos collègues. Donc là, le Covid a un peu réinitialisé tout le monde quand on leur a dit, vous voyez, nous, tous les hivers, c'est ça, la pédiatrie. On n'a plus de lit, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières, tout le monde est sous l'eau. Et là, c'est ce qui se passe à plus grande échelle. Donc, ça nous a permis, nous, en tout cas, localement, d'être pas mal, de travailler très en lien avec les équipes d'adultes. Et finalement, on s'est rendu tellement utile pendant le Covid avec les services d'adultes qu'en retour, au moment de la crise pédiatrique, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour nous et c'était assez agréable. Nous, l'essentiel de notre problématique aujourd'hui aux urgences, il y en a plein, mais moi, je trouve que le nerf de la guerre en ce moment, c'est le problème de l'engorgement des urgences par le volume de soins non programmés. On est très, très impacté, nous, sur toutes nos statistiques depuis des années. On a en fait un volume de soins non programmés qui augmente de façon monstrueuse. On a 40% de nos passages qui relèvent d'une prise en charge par la médecine de ville, qui relèvent de la permanence des soins ambulatoires. Ces patients-là, le cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires prévoit ça. Il existe depuis plus de 10 ans. Il est révisé de façon très régulière par l'ARS. Et on est vraiment, nous, dans une grande détresse. On a l'impression qu'il y a une immobilité des tutelles sur ce sujet qui nous rend très tristes parce que nous, ce qu'on aimerait, enfin en tout cas chez nous et partout ailleurs, c'est qu'on pense que la gestion de ce flux de soins non programmés qui épuise les équipes, qui embolient les urgences, devrait être prise en charge comme les textes le prévoient, parce qu'il y a quand même des gens qui ont pensé à ça et de façon très pertinente, par des médecins généralistes au sein de maisons médicales, de structures de ce type. Et ce n'est pas opérationnel partout. Et nous, dans notre département, ça l'est particulièrement peu. Donc, on souffre beaucoup de ça. On est dans une zone où il y a quand même une précarité sociale très importante et où le premier recours, finalement, c'est l'hôpital. Et ça participe énormément à l'épuisement des équipes. Donc, sur le problème d'amont, nous, on a cette grosse problématique sur laquelle on travaille en bonne coopération avec notre administration. C'est-à-dire qu'on a été obligé à l'arrache cet hiver d'organiser une espèce de circuit court en sollicitant de façon directe les professionnels de santé. Alors, on a été super agréablement surpris, on a été aidés. On a plein de généralistes, jeunement retraités, des médecins installés qui sont venus nous aider. On a monté un circuit court pour pallier à ce défaut de soins, à ce défaut de prise en charge. Mais c'est une situation qui est une rustine et qui ne pourra pas être pérenne, qui est financée par l'hôpital et non pas par les budgets de la permanence des soins. Et je crois que cette problématique, elle n'est pas du tout propre à notre centre hospitalier. Ce volume de soins non programmés qui est la résultante de la démographie médicale, de l'absence... Ça, c'est le problème des déserts médicaux, un peu comme les urgences adultes. Alors, attends, Christelle, attends, Christelle, hein, ce que j'attendais. Non, mais je vous laisse poursuivre tout de suite. J'ai une question à poser, mais tu continues ton déroulé, Bérénice. C'est très intéressant, c'est très bien résumé de ça. Christelle, bah ouais, tu l'as bien dit. En fait, la pédiatrie, tu es en train de nous dire que vous êtes confrontés au problème des déserts médicaux. Bon, en fait, ma question, c'était, Bérénice et Christelle, je vais être terrible. Donc, ce serait bien de couper le live Facebook. Je peux comprendre. Alors, mon propos concerne... Voilà, j'ai vraiment besoin de ton avis, Bérénice. Et puis, tu continues ton déroulé, mais en ce qui concerne les lits d'aval, d'accord ? Ouais. Les moyens d'aval. Parce que les problématiques d'amont, nous, on peut te le dire, Bérénice, vous n'êtes pas les seuls impactés par le problème de la ville. Ça, tu le sais. Bon, donc, comme l'a dit Christelle, les déserts médicaux, c'est le chantier à régler si on veut régler l'hôpital. Voilà. Enfin, améliorer l'hôpital. Il n'y a pas que le désert, il y a le dysfonctionnement. On a parfois les médecins. Non, mais il y a tout. Non, mais on a bien cerné ça, t'inquiète pas. Le désert et l'organisation des bassins de vie. Parce que, bon, ma question est la suivante. Pour les lits d'aval, on pourrait quand même imaginer que dans les hôpitaux, il y ait du personnel, il y ait des lits, il y ait des moyens pour la pédiatrie,
Et donc, je me disais en t'écoutant, on peut comprendre qu'on n'ait pas très envie d'investir en gériatrie, pas très bankable. À la rigueur, le handicap, on peut comprendre aussi, pas très bankable. C'est horrible ce que je dis, mais vous comprenez bien que c'est du second degré. Mais ce qui m'échappe, Bérénice, depuis toujours. Et puis, j'ai eu une certaine partie de ma vie, j'ai été très proche d'une pédiatre pendant quelques années, donc j'ai vécu ça de près. Comment, pourquoi les enfants, la pédiatrie, ça ne suscite pas chez nos tutelles un truc un peu spécial en disant putain, c'est nos mômes là, c'est nos mômes, les bébés, les grands bébés, les petits enfants. Comment, pourquoi ça ne touche pas plus? Tu vois, est-ce que tu comprends le sens de ma question? Je comprends parfaitement, mais je te la retourne. Moi, je n'ai pas de réponse. Effectivement, je ne comprends pas. Tu vois, je dis pas que c'est plus important que la gériatrie, que le handicap. C'est pas ça mon propos, vraiment. Mais quand même, à la rigueur, s'il y avait bien un truc qui devait être sacré en médecine, c'est la pédiatrie. Le quoi qu'il en coûte de la santé, on pourrait imaginer quand même la néonate, la pédiatrie. Mais même pas, en fait. Ils en ont rien à foutre. Et moi, ça me sidère. Bon, c'est tout. Excusez-moi pour cette parenthèse pertinente. Moi, je pondère mon propos parce que c'est vraiment très facile. Enfin, moi, je trouve de s'enflammer et on est en permanence en colère. Et moi, je trouve que ça fait 2 ans qu'on est en colère et c'est fatigant d'être en colère. Donc, effectivement, on a envie de repenser tout le système. Moi, j'essaye de focaliser mon énergie sur des solutions qui peuvent, en pratique, au quotidien, ne pas faire fuir nos équipes, ne pas faire fuir les infirmières et maintenir un soin de qualité aux enfants. Mais moi, je suis comme toi, Arnaud, je suis folle furieuse du matin au soir, je ne comprends pas. Les différents rétex qu'ils font sur les bronchios, tout ça, c'est une mascarade. Je suis assez d'accord avec toi. Mais ça, moi, cette réponse-là, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Enfin, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Moi, j'essaye de trouver à l'échelle de mon bassin des enfants qui consultent dans nos urgences, des solutions. C'est ce qu'on a fait à l'Arrache cet hiver. On est assez contents parce qu'on a trouvé une solution alternative qui a permis de désengorger des urgences, de créer du lien avec les médecins qui prennent en charge la pédiatrie en ville. On a des pédiatres qui sont venus nous aider, des libéraux. Donc, on est finalement toujours en mode à l'arrache, système D. On a réussi à mieux collaborer, à travailler ensemble, à assurer un soin pas trop dégradé. Mais effectivement, on a quand même de façon permanente le sentiment que nos tutelles s'encaillent, clairement. Ouais, mais il y a Vanessa qui nous a rejoint. Ah, super. Ouais, alors le truc, c'est que, non, mais c'est tout. Ça va pas être pertinent. Je sens que je vais être nul dans cette audition, mesdames. Je vous le dis. Je suis trop en colère et ça casse mon. Et ça casse. Ça revient un peu. Non, mais parce que j'écoute Bérénice. Mais non, mais ce qu'elle dit, Bérénice, avec des mots calmes. Mais on a envie de les taper quand même. On a envie de les taper. Je veux dire, non, mais la bronchiolite, le Covid, c'était nouveau. On peut leur pardonner ça. Première pandémie mondiale depuis 60 ans. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais la bronchiolite, alors tu vas me dire, il y a la grippe. Mais la bronchiolite, c'est tous les ans. Tous les ans. Et tous les ans, c'est la grosse. Tu sais, quand tu as eu le retour d'expérience sur cette grosse épidémie il y a 2 ans qui nous a tous mis à genoux, on a transféré partout en province, il y a eu un contrôle du Ligas qui a été fait, et un rapport qui concluait que finalement, on avait suffisamment de lits en soins critiques. Ouais, mais les mecs qui font ça, mais Bérénice, les mecs qui font ça, il faut les envoyer dans les vignes pour qu'ils aillent faire des vendanges. Non, il faut qu'ils changent. Non, mais il faut qu'ils changent de métier, ces gens-là. Si on est bien d'accord. C'est ça le problème. Mais tu vois, regarde, par contre, je dis pas qu'il faut doubler tout, parce qu'après, tu passes pour des fous. Mais tu dois, si tu veux, tirer les leçons. Tu vois, c'est ça qui est très pervers dans le système. Quand on dit tirer les leçons un retour d'expérience de ce qui s'est passé, tu vois, les gens disent, ouais, finalement, ça s'est bien passé. Moi, je sais, j'avais des collègues qui étaient un peu comme ça, un peu, qui avaient une tournure d'esprit un peu perfide. Ils disaient, ouais, finalement, quand on n'avait plus de place en réa, que c'était l'enfer, qu'on attendait des entrées, qu'on ne savait pas comment on allait faire, tu vois, as l'impression de vivre la guerre. Et puis, tu trouves toujours des solutions. Puis à la fin, Cécile, elle les connaît, mes anciens chefs. À la fin, ils disaient, ouais, finalement, ça a été. Oui, ça va toujours finalement. Mais ce qui est dingue, c'est bon. Bon, alors, je suis en train de plomber l'audition, je m'en rends compte. C'est quoi les propositions, Bérénice? Ou alors, vous présentez la personne qui est là avec nous? Vous avez vu arriver quelqu'un? Moi, de façon très pragmatique sur les urgences, je pense qu'une des propositions, ça serait quand même de réussir à respecter le cahier des charges de la permanence des soins. Et je pense que dans toutes les urgences, et ça, je le dis pour la pédiatrie, mais on travaille aussi avec nos urgences adultes,
S'il y avait au sein de chaque hôpital une maison médicale de garde ouverte sur les horaires de la PDSA qui puisse prendre en charge ce volume de soins non programmés, ça Attends, soulagerait alors et là, ça garantirait la attends, tu vas pérennité des trop équipes. vite. Attends, faut que tu dises doucement ça. Les maisons médicales. Donc, tu parles de choses en ville. Non, je parle de maisons médicales de garde au sein des structures hospitalières pour sécuriser ces consultations, parce que d'être tout seul en consultation dans son cabinet de 20h à minuit, moi je l'ai fait et je comprends que les gens ne veuillent plus le faire. Donc des maisons médicales de garde qui sont inscrites au cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires, qui est révisé tous les ans par l'ARS, donc c'est des choses très actuelles. Ça existe parfois en ville, à proximité des hôpitaux, mais là, compte tenu de la démographie médicale, toujours pareil, en adaptant à chaque territoire, mais en tout cas en Île-de-France, je crois qu'il faudrait absolument être vigilant sur le fait que dans chaque structure hospitalière avec un gros bassin de population, une maison médicale de garde soit ouverte aux horaires prévus par le cahier des charges, c'est-à-dire de 20h à minuit, pour prendre en charge, après un passage à l'IAO aux urgences, une évaluation de l'enfant et un tri efficient, ce volume de soins non programmés par des médecins généralistes au sein de nos établissements. Et ce n'est pas parfait partout, mais nous, ces médecins-là, on les a. Oui, mais Bérénice, non, mais Bérénice, d'accord. Mais ils sont où ces médecins-là? Enfin... Ah, mais ces médecins-là sont là. Nous, ça fait des mois qu'on attend l'autorisation de l'ARS pour que cette maison médicale puisse tourner. On a les médecins, on a tout ce qu'il faut. Donc, des médecins de ville, c'est des médecins de ville qui sont OK pour faire ça? Bien sûr, mais ça existe déjà depuis longtemps. Ça tourne dans plusieurs départements. C'est prévu, c'est réfléchi. Il y a des choses qui sont très bien qui sont prévues. Donc, toi, tu dis ce qui est prévu, déjà qu'on fasse ce qui est prévu. C'est un peu ça ton... Et nos tutelles devraient se porter garante de l'application de ces textes. Mais pourquoi c'est pas appliqué alors? Mais pourquoi c'est pas appliqué? Parce que sur chaque département, l'application de ces textes se fait de façon différente. C'est ça, moi, alors, tu vois, ce midi, on a fait un truc sur la prévention de la petite enfance, c'était pareil. Il nous a expliqué que selon les départements, c'était fait ou pas fait, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a une disparité. Il y a une disparité. Bon. Alors, je veux pas, Christelle, je veux pas me mêler de ton audition, hein, même si je suis. Il y a quand même quelqu'un qui lève la main. Il me semble que c'est Amélie du Sud. Tu veux parler? Je t'appelle Amélie. Non, c'est Alizé. Oui, oui. Oui, je sais, mais je sais pas si on. Enfin, tu te souviens plus ou quoi? Il y a que moi qui lis les messages. On a le droit d'y réaliser? Bonsoir. Oui, donc moi je suis médecin effectivement dans le sud en pédiatrie, mais après avoir eu une formation en région parisienne, donc je pense que je vois un peu les deux côtés de la situation. Pour la problématique de la bronchiolite, il y a des unités, il y a pas mal d'hôpitaux qui créent des structures pour accueillir les épidémies hivernales et qui fonctionnent avec une ouverture de lits. Alors ça dépend des endroits, mais c'est entre 10 et 15 lits qui vont être dédiés spécifiquement à la gestion des épidémies, donc la bronchiolite. La problématique, c'est que ça reste des structures qui ne sont pas forcément dotées de tout ce qui est matériel de VNI et de médecins formés à ça. Donc ça, c'est une première problématique, c'est-à-dire que oui, ça crée des lits d'aval pour les urgences, mais ça reste sur des prises en charge, somme toute, pas aussi problématiques que celles dont on a besoin pour des soins continus ou de la réa, a fortiori. Et c'est ça aussi qui a été l'objet de beaucoup de transferts sur l'épidémie de 2019-2020. Ça, c'était pour la première partie de ma participation sur ce qu'on vient de discuter. Et ensuite, sur ce qui est de la permanence des soins et des maisons médicalisées sur la pédiatrie, j'avoue que je n'ai pas du tout cet insight par rapport aux urgentistes qui voient un peu les parcours des patients. Mais je pense qu'effectivement, mettre en place ou favoriser ce qui est déjà existant et créer, ou au moins dans les textes, et le renforcer en mettant ça vraiment que ce soit une réalité qui existe, et en incitant aussi les pédiatres à participer peut-être à cette activité-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une organisation qui soit un peu plus rodée, parce que, en tout cas, même si ça existe, je ne suis pas sûre que ça existe partout de façon aussi bien organisée que ça a l'air de l'être autour du sud de Paris. Mais moi, ce qui m'effraie, Alizé et Bérénice, ce qui m'effraie, c'est que là, nous, on est dans la 5e semaine du vrai Ségur de la santé. Il nous reste encore cette semaine-là, puis une autre. Et à chaque fois qu'on parle de problèmes de l'hôpital, pour plein d'items différents, notre seule solution, c'est qu'en ville, ils fassent plus. Or,
Alors Non, non, mais je caricature. Non, mais je c'est ce que je te caricature. disais tout à l'heure, c'est pas forcément la pénurie de médecins qui rend qui nous, en tout cas, nous met dans cette problématique. C'est un défaut d'organisation. C'est-à-dire que nous, quand on a cet hiver appelé à l'aide, on a spontanément une équipe Oui, mais, de 20 toubibs qui est venue. oui, Donc, mais, ils sont oui, pas. mais Bérénice, ils viennent t'aider. Puis moi aussi, j'en connais plein qui sont venus pendant le Covid. Mais est-ce que c'est pérenne, cette affaire-là? C'est pas pérenne, mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, elles sont pensées, elles sont organisées, elles sont déjà écrites. Moi, ce qui me chagrine, c'est l'absence de suivi des tutelles de ce qu'elles mettent en place. Les ARS, Si, elles mais suivent bien pas sûr, ça? si ça fonctionnait, t'imagines le volume de soins non programmés. Nous, on parle de la pédiatrie parce qu'on est pédiatre et qu'on passe en pédiatrie. Nous, adultes, c'est pareil. Tu as plus de 30% des consultations que tu peux largement voir en ville. Et des médecins de Oui, ville mais qui sont en prêts à vi- venir donner un coup de main de façon ponctuelle, il y en a. ouais, mais Bérénice, enfin, moi, je suis désolé, je suis obligé de faire le porte-parole des gens qu'on auditionne. Hein. C'est déserts Bien. médicaux en France. Hein. T'as des familles en ville qui ne trouvent pas de médecin qui acceptent d'augmenter leur patientèle. Donc, je suis un peu effrayé, si tu veux. Non, mais toi, je peux comprendre. Alors, après, la réalité d'Abbas-Sainte-Vie n'est pas la réalité des autres. Et toi, tu as peut-être ce vécu-là, et tant mieux, hein, bien sûr. Mais si tu veux, à l'échelle du territoire, je sais pas si c'est, je sais pas. Alors, je sais pas si Alizée elle peut nous donner son avis là-dessus, parce que je crois qu'elle relevait la main, ou alors c'est la main de tout à l'heure. Non, non, je relevais la main. Moi, effectivement, je connais très, très peu hein, j'ai vraiment pas autant de recul pour ça. Mais dans les idées qui me viennent en vous écoutant, c'est qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfin, on est tous formés à l'hôpital. On a globalement tous un poste internat à l'hôpital et on est très peu à avoir un poste pérenne à l'hôpital. Parce que c'est comme ça, parce que les postes de titulaires, il n'y en a pas beaucoup Bon, et alors que ça se comprend. Mais donc ça, au-delà de cette Alizée, problématique, donc la proposition, c'est quoi? C'est augmenter le nombre de postes d'internat et le nombre de postes de PH en pas, pédiatrie? for- pas forcément. Je pense que ça serait top si, parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas forcément faire de la pédiatrie libérale. Mais au-delà de ça, pour favoriser une coopération ville-hôpital et que chacun ait une vraie connaissance de ce que vit l'autre, parce qu'il y a la réalité de la pédiatrie libérale qui n'est pas forcément la même que la réalité de la pédiatrie hospitalière. Donc pourquoi pas sur une coopération? Je ne sais pas si ça peut s'organiser, mais moi, c'est l'idée qui me vient en vous écoutant. C'est pourquoi pas proposer une activité mixte qui soit que les gens et à la fois la connaissance du terrain hospitalier et de ce que ça implique, et à la fois puisse assurer une permanence des soins en libéral et que ça soit plus pérenne effectivement que des renforts en situation d'urgence comme c'est le cas effectivement, on l'a vu aussi en région parisienne, sur des gens qui viennent prendre des demi-gardes aux urgences ou qui viennent, entre guillemets, donner un coup de main au pied levé, quoi. Je pense qu'il faut créer une situation Alors, qui soit il plus est, stable et pérenne pour tout le alors, monde. il est certain que ce que tu dis là est une vraie piste d'amélioration qu'on a retrouvée dans d'autres auditions qui concernaient les collaborations ville-hôpital. La mixité d'activités est à chaque fois quelque chose d'avancé, à la fois pour résoudre les déserts médicaux en disant aux médecins, bah, venez, et puis vous aurez une activité dans le petit hôpital de proximité. Moi, je crois bien à ça, par contre, tu vois. Et c'est une Là, évolution aussitôt qui se retrouve et chez les jeunes praticiens, mais aussi chez les plus anciens. Nous, parmi les gens qui sont venus nous aider, on a des pédiatres de ville qui sont proches de la retraite, et dans les jeunes qui démarrent et qui font des remplats, beaucoup d'entre eux souhaitent conserver cette activité mixte hôpital et et libérale. pourquoi, c'est quoi les obstacles à ça aujourd'hui? C'est pas gérable sur le plan financier, organisationnel et tout. Je pense que, enfin, moi, je connais pas très très bien. J'ai fait des remplacements en pédiatrie libérale, même si c'est pas ce que je connais le mieux. Mais on sait que s'installer en cabinet libéral ou faire des remplacements, rien n'est pareil. Je veux dire, le système de rémunération n'est pas le même. C'est l'URSSAF et pas les impôts. Enfin, je veux dire, en termes Oui, mais de d'administratif. notre côté, Alizé, enfin, moi, j'ai connu dans ma carrière hospitalière plein de, par exemple, je pense à eux, à des gastro-entérologues qui avaient une activité mixte, hein, en Oui, clinique oui. et à Mais l'hôpital. après, je pense que C'est faisable aussi, hein. après, je parle sous le contrôle aussi de mes collègues pédiatres, mais je pense qu'on n'a aussi pas du tout la même médecine de pédiatrie hospitalière et libérale. On a beaucoup de prévention en pédiatrie libérale, on a beaucoup de suivi d'enfants qui aussi vont bien et heureusement en pédiatrie libérale. Et il y a après des consultations
d'urgence, etc. Et c'est pas forcément le même recrutement que la pédiatrie hospitalière. Et donc, les gens qui s'intéressent à la pédiatrie hospitalière, que ce soit des urgences pédiatriques ou de la pédiatrie spécialisée, vont pas forcément se retrouver aussi épanouis potentiellement dans une activité libérale. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il y a Vanessa qui nous a rejoint aussi. Coucou Vanessa. Si tu n'as pas enlevé le son, Vanessa, on ne t'entend pas. Et j'en profite aussi pour présenter le docteur Guillaume Cécile qui Et Cécile aussi, qui est pédiatre dans le service et responsable de l'unité de l'hôpital de jour dans le même service à Corbeil qui est à côté de moi. Et moi, vous m'entendez? Oui, ça y est, là, on t'entend bien, Vanessa, c'est bon. Bon, je m'excuse pour mon retard. Non, mais je crois que la dernière partie montre aussi la problématique qu'on a en pédiatrie. C'est que on est très pris par la permanence des soins. Et c'est les mêmes médecins qui assurent la permanence des soins et qui assurent les suivis de malades chroniques. Et du coup, c'est une problématique qui, je pense, est assez propre à la pédiatrie, parce que dans le monde des adultes, ça a beaucoup été séparé tout de même, en tout cas au niveau hospitalier. Et c'est vrai que on a des modes de fonctionnement du coup en pédiatrie qui sont particuliers, notamment en libéral. C'est pas forcément simple de suivre des maladies chroniques de pédiatrie en libéral, parce que souvent, il y a des bilans à leur faire, il y a des choses à faire à côté et qui ne sont pas simples à faire en ville pour les enfants. Du coup, bon, il y a toujours des exceptions, mais il y a beaucoup de pathologies chroniques où c'est pas forcément simple. Donc, que ça soit l'asthme, le diabète, la drépanocytose, toutes ces pathologies où on a des grosses cohortes en pédiatrie, c'est pas forcément simple de les suivre en libéral et surtout, c'est très chronophage. C'est-à-dire que c'est très peu rentable de voir un enfant diabétique, de regarder ses courbes, de discuter avec ses parents, d'après avoir une discussion seulement avec l'enfant, puis d'arriver à faire l'équilibre avec ses parents. Ça prend du temps et c'est compliqué de le faire sur du temps libéral. Mais d'un autre côté, à l'hôpital, on est beaucoup pris par la permanence des soins et du coup, se libérer du temps et trouver l'équilibre pour continuer de bien suivre nos patients avec des maladies chroniques, ça devient très compliqué. Et je pense qu'ils ont beaucoup pâti de cette pandémie parce que forcément, on a fait notre maximum, mais c'est sûr que tout ne s'est pas fait de façon optimale pour eux. Vanessa, alors, excuse-moi, enchanté. Hein, c'est quoi la solution alors? Moi, j'ai bien compris ce que tu expliques, mais comment on fait? Admettons, tu vois, on est pété de thunes, on a tous les ministères qu'on veut, on décide toutes les nouvelles lois qu'on veut. Comment régler le problème? En tout cas, au niveau des maladies chroniques en pédiatrie, je pense qu'il faut arrêter de ne pas avoir les moyens de mettre en place tout ce qui est l'éducation thérapeutique. Sincèrement, alors moi, je parle très pratique, hein, je ne suis pas dans les… Mais nous, par exemple, ça fait 3 ans et demi qu'on attend qu'il y ait un poste pour l'infirmière d'éducation thérapeutique pour le diabète. 3 ans et demi. Du coup, ne serait-ce qu'elle serait là, cette infirmière d'éducation thérapeutique, ça modifierait tout. Et ça, c'est des choses où on nous explique que pour la maquette des infirmières, on ne peut pas dégager du temps, qu'il y a déjà pas assez de personnel non médical dans notre équipe et que du coup, et en effet, hein, je ne dis pas qu'elles ont tort puisque on ferme les lits des USC ou de l'UHCD tous les 2 jours parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, que les infirmières sont crack et je les entends très bien, je les ai encore entendues cette nuit. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on arrive à trouver un équilibre. On ne peut pas tout le temps pallier à l'urgence en ne développant pas ce qu'il faut pour les maladies chroniques. Et du coup, donc, ton message, donc le message que je traduis en proposition, mais bon, de toute façon, c'est toujours un peu pareil, c'est que le manque de moyens alloués là à la création de postes de personnel non médical en pédiatrie sur des thématiques bien précises comme l'éducation thérapeutique a un retentissement sur toute votre activité et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc là, la proposition, c'est de la création de postes, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça, là,
c'est la création de postes parce que on imagine bien que s'il y avait plus d'infirmières d'éducation thérapeutique, ça délesterait quand même les pédiatres probablement d'une certaine partie de votre activité que vous pourriez réorienter vers autre chose. C'est bon, les scribes de l'audition, surtout ça, il faut bien le noter parce que en fait, si vous voulez, le truc que je constate, enfin vous allez dire, je suis un peu chiant, je suis pas en train de devenir un homme politique, hein, mais il faut toujours être capable de justifier la création de postes dans les hôpitaux. On est tous d'accord. On est tous d'accord, tout. Mais ce qui est quand même pertinent, c'est d'être capable de prouver que la création de postes d'infirmières aurait un retentissement positif sur toute la filière. Parce que ça, on ne peut rien opposer à cela. C'est-à-dire que si on tourne bien, nous, notre communication autour de ça après, eh bien, on ne peut rien nous opposer à ça. Tu vois. Alors, je vais être assez provoque. Je vais être assez provoque. Et j'ai rien contre les IPA. Mais ça ne sert à rien de fabriquer des IPA si on n'est déjà pas foutu de créer des postes pour des infirmières d'éducation thérapeutique dans des services de pédiatrie qui existent. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est exactement ça. Et en plus, là, on commençait à dire, non, mais il faut que vous ayez une IPA pour faire ça. Mais l'IPA, c'est 2 ans. Je ne peux pas encore attendre. C'est pas possible. Surtout qu'on a des filles dans le service qu'on a formées petit à petit en ayant un vrai travail d'équipe et qui sont partantes pour se détacher et qu'on peut faire vraiment un travail d'équipe d'éducation thérapeutique. Et tout bloque parce qu'on ne peut pas les libérer, parce qu'il faut assurer les soins d'hospitalisation. Oui, j'ai bien compris, parce qu'il te manque des puériculteurs. Donc ça, c'est un truc qui se mord la queue. Quand tu racontes ça, excuse-moi de t'interrompre tout le temps, hein, mais quand c'est pour essayer de comprendre, là où ça bloque, dans ton hôpital, quand tu expliques ça à ton président de CME, parce que c'est comme ça que ça se passe dans un hôpital, quand un médecin, on est un peu gros sur la patate et qu'il lui manque tel matériel, tel effectif médical ou paramédical, souvent quand même, on en parle au président de CME qui essaye d'aller un peu, ou au chef de pôle, pour essayer d'aller porter le projet. Alors, quand tu fais ça, on te répond quoi? Alors, moi, j'ai la chance, mon chef de pôle, c'est mon chef de service. Et il me répond que c'est une bataille qui mène depuis 3 ans et demi. Donc, en fait, si tu veux, ça, pour moi, ça s'appelle en proposition, voilà, quoi, la fin de la maltraitance institutionnelle organisée dans les hôpitaux, traduite par l'incapacité à regarder l'urgence de création de certains postes. Alors, attends, moi j'interromps aussi. Nous, ce qu'on nous répond, c'est qu'éventuellement, il n'y a pas de souci pour avoir une infirmière. Mais le problème, c'est que comme il n'y en a pas en soins, l'infirmière, elle n'est pas libérée pour faire le TP. Ils disent qu'il y a des postes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de postulants. Et ça, je pense que c'est une vraie réalité depuis la Covid. Oui, mais alors ça, je te rassure tout de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la réponse qu'on a. Oui. Et à ce moment-là, c'est compliqué de répondre. Non, mais c'est la réponse. Et c'est la réponse seulement depuis 6 mois. Alors qu'on arrête parce qu'il y a 3 ans, on ne filait pas d'infirmière non plus et la problématique n'était pas la même. Maintenant, l'histoire qu'il n'y ait pas d'infirmière à recruter, c'est beaucoup plus facile. Surtout que quand ils veulent recruter une infirmière, c'est pas sur un poste d'éducation thérapeutique, c'est sur le pôle mère-enfant avec des nuits et que tu sais pas quand tu auras des nuits et que tu dois être polyvalente et que du coup, il faudra aller filer un coup de main aux urgences. Alors forcément, pour recruter une infirmière, c'est compliqué. Oui, c'est le problème de l'attractivité. On en avait parlé effectivement sur une autre session du problème de l'attractivité des métiers paramédicaux. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix entamer un cercle vertueux à tous les niveaux parce que les élèves infirmières, quand elles débarquent dans les hôpitaux aujourd'hui, elles ont envie que d'une seule chose, c'est de faire boulangère. Je caricature. Je sais, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais en tout cas pas ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les infirmières. Moi je suis désolée, ça va faire 20 ans que je travaille ici. Quand je suis arrivée il y a 20 ans, je faisais mon boulot de médecin référent de surspécialité, je m'occupais de mes chroniques et je gérais un peu la permanence des soins. On avait des gardes jusqu'à minuit, on gérait les patients qui étaient graves, on était là et on y arrivait. Aujourd'hui, la problématique, c'est que ce n'est pas des urgences, nos urgences, c'est un service de consultation. Donc, c'est ça le problème. Je pense qu'on serait tout à fait en capacité de gérer nos chroniques, plus les quelques urgences qu'on aurait éventuellement sur les 24 heures. Là, ce n'est pas ça. Là, on gère toute la pédiatrie de l'Essonne parce qu'il n'y a plus de médecins libéraux, il n'y a plus tout ça. Donc, c'est le système qu'il faut changer. On ne peut pas continuer à être 16 heures sur 24. On est 16 heures sur 24 finalement en permanence des soins sur une journée de 24 heures.
Donc, ce n'est pas possible de travailler avec un médecin de garde pour travailler 16 heures sur 24. Un médecin de garde, ça fonctionne si on est là. Et on l'a très bien vu pendant la Covid. Pendant la Covid, on a géré que les urgences parce que les gens ne venaient plus pour tout et pour rien. Et ça roulait très bien. Donc, je pense que la problématique, elle est là. L'hôpital n'est pas là pour gérer toute la pédiatrie. Voilà. Donc, c'est ça la problématique. Si maintenant, dorénavant, c'est comme ça, il faut ouvrir les portes et tout, eh ben, il faut qu'on soit aussi nombreux la journée que la nuit parce qu'on bosse autant la nuit que la journée sur des conneries. Donc, une des propositions que les scribes, que nous, on doit retenir dans le cadre du Vrai Ségur, c'est que résoudre les déserts médicaux, c'est une urgence absolue pour ne pas non plus désorganiser plus qu'actuellement l'activité de pédiatrie hospitalière. Et c'est pour ça que là, notre circuit de médecins libéraux qui viennent nous aider me paraît complètement adapté pour voir tous ces patients qui, en fait, c'est de la médecine de ville, quoi. C'est de la médecine, quoi. C'est pas libéral puisque c'est à l'hôpital, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait gérable par un pédiatre libéral ou de ville, contrairement à ce que disait Vanessa tout à l'heure, qui disait que les maladies chroniques c'était très chronophage, Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est, excusez-moi, vous allez dire que je suis bouché. Je comprends pas pourquoi là les médecins libéraux dans le cadre de votre maison ils viendraient et alors qu'ils n'y sont pas encore aujourd'hui, pourquoi ils voient déjà pas les gamins dans leur activité qui existe déjà? Alors ça je sais pas, mais en tout cas très clairement plus personne ne bosse après 18h, plus personne ne bosse le samedi, plus personne ne bosse le dimanche. Et là ce qu'ils nous répondent c'est nous on n'est pas contre venir bosser à l'hôpital parce qu'on est dans un environnement sécurisé, on n'est pas tout seul dans notre cabinet à 23h dans nos cités qui craignent. Si jamais on a un gamin qui ne va pas bien, on sait que vous n'êtes pas loin. Donc, je pense que l'avenir, c'est ça. C'est vraiment que les médecins généraux, que ce soit des pédiatres ou des médecins généralistes, viennent faire la permanence des soins, peut-être à l'hôpital, pourquoi pas. Mais il faut en tout cas que ce soit eux qui gèrent le tout venant. Ça ne peut pas être les médecins spécialistes qui voient la nuit les rhinopharyngites, les gastro et tout ça. Voilà, que par contre, ils aient besoin aujourd'hui de le faire dans un cadre plus sécurisant qu'avant où ils étaient tout seuls avec leur petite bagnole à faire des kilomètres, etc. Moi, je l'entends complètement. Les choses ont changé, et voilà. Donc, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut qu'ils viennent faire la permanence des soins comme nous. Nous, on gère la permanence des soins. Il faut que si tous les libéraux s'y mettaient et venaient bosser une garde de temps en temps à l'hôpital, on s'en sortirait. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Et probablement, plutôt que de proposer du SOS médecin, tout ça, pourquoi pas proposer ce qu'on est en train de faire, nous, qui est de le faire dans un cadre plus sécurisant, à la fois sur le plan médical, mais aussi sur le plan, mine de rien. Moi, je ne prendrais pas des gardes actuellement dans notre coin la nuit, ça c'est clair. Arnaud, tu as une question d'Alizé, je crois. Ah. Oui, non, mais quand j'ai pas la caméra, c'est que je suis pas hyper à l'aise. N'hésitez pas à donner la parole à Alizé, bien sûr. Allez-y, on t'écoute. Oui, moi je partage vraiment tout ce qui a été énoncé, que ça soit sur la gestion des malades chroniques qui prend du temps en consultation et où effectivement c'est pas la même pédiatrie que celle qui va se faire en libéral ou même sur des urgences type, comme on a dit, rhinopharyngite et compagnie. Et je pense que c'est vrai qu'on se retrouve à gérer beaucoup d'aigus sur chronique parce que justement il n'y a peut-être pas assez de temps et de moyens alloués à la gestion des pathologies chroniques pédiatriques, que ce soit d'un point de vue médical que d'un point de vue infirmier. Donc ça je pense que c'est une réalité que je partage complètement. Donc le recrutement pour moi évidemment il est sans débat finalement. Et je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que de ce que j'ai pu constater partout où je suis passée, on a quand même des puéricultrices et infirmières en pédiatrie ou infirmiers d'ailleurs qui sont toujours très motivés, très contents de travailler en pédiatrie et très volontaires, mais le rythme est tel qu'à un moment donné, et donc là le Covid a rajouté une couche c'est sûr, mais c'était déjà le cas avant, à un moment donné ça reste souvent des jeunes qui n'en peuvent plus d'être mobilisés ou mobilisables à la dernière minute parce qu'il y a des arrêts, parce qu'il y a des problèmes d'effectifs, parce qu'ils sont rappelés sur leur week-end, leur nuit, etc. Et je pense que déjà, si on pouvait s'assurer et leur assurer, et là je parle même pas au niveau médical, je parle vraiment au niveau paramédical, mais assurer un rythme qui soit compatible avec un rythme décent de vie normale, je pense que la pédiatrie, qu'elle soit hospitalière ou libérale, s'en porterait beaucoup mieux, quoi. Ok. Et donc, ok, mais alors, en fait, c'est marrant parce que quand je vous écoute, donc en fait, est-ce qu'on peut jusqu'à dire, alors, mais quand même, s'il y a des urgences pédiatriques qui ferment en France, il y a la permanence des soins, au-delà du problème qu'on soulève là,
sur des gamins qui devraient être vus en ville. Il y a quand même un problème de présence médicale quand même. Pourquoi elle ferme les urgences pédiatriques de Douai, de Saint-Denis, de Bellefontaine et tout ça là? Pourquoi ça ferme? Il manque des paramédicaux. On est quand pas même en France d'infirmiers. dans un Des système médecins. où on n'a jamais. Oui, mais c'est quand même assez hallucinant de voir qu'on a en France un système où on a un ratio infirmière pour. Alors, ça, c'est dans les unités peut-être plus d'hospitalisation classique, mais on a un ratio qui est censé être défini d'infirmières pour un nombre d'enfants particulier. Par contre, on n'a jamais ça pour les médecins. Déjà, moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'en soins continus ou je sais pas quoi, on va dire il y a une infirmière pour 3 enfants ou pour 4 enfants ou en réa pour 2 enfants. S'il n'y a pas le personnel paramédical, on ferme des lits, etc. Donc ça, c'est des enfants qui ne vont pas être accueillis. Là où, par contre, s'il y a des médecins en arrêt ou pas là, etc., on continue de cravacher. Donc ça, déjà, ça, c'est un vrai problème, je pense, au niveau hospitalier. Et pourquoi elle ferme? Je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas les paramédicaux. Et ce qui est nouveau, c'est que ça ferme parce qu'il manque de médecins. Et ça, c'est nouveau. On a toujours connu des lits fermés parce qu'il manquait du personnel. Nous, on a les urgences pédiatriques de Dourdan qui ont été fermées à plusieurs reprises là, dans les dernières semaines pour manque de médecins. Et ça, je dois dire que c'est la première fois que je vois ça. Non, nous, on a eu aussi on a eu la fermeture, nous, dans notre secteur, on a eu plusieurs fermetures. On a eu la fermeture du service d'Orsay. Et là, c'est la chef de service du service d'Orsay qui a demandé elle ne pouvait plus tenir, ils n'étaient plus assez nombreux, ils n'y arrivaient plus et du coup, ils ont fermé le service et ils ont gardé seulement une consultation de jour. Mais voilà, donc dans un même département, la même année, on a eu la fermeture de Dourdan, la fermeture d'Orsay et tout ça avec de moins en moins de pédiatres et de généralistes en ville. Et sans compter qu'il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la fermeture de la réanimation pédiatrique du Mans en 2019, qui a aussi créé un gros problème parce que le Mans, ça draine quand même une grosse partie entre Tours, Angers, Nantes et compagnie, enfin peut-être un peu moins loin, mais en tout cas voilà. Et ça c'est tout ça, ça s'est réparti sur la région parisienne aussi. Hein. Donc quand même, alors je veux bien comprendre que alléger les services, on va dire conventionnels de pédiatrie, une collaboration avec la ville améliorerait les choses. Enfin bon, là la ville, elle va rien pouvoir y faire à tout ça. Hein. Le manque de pédiatres pour la permanence des soins, la fermeture de réanimation pédiatrique. Donc il y a quand même pour les scribes un besoin énorme de médecins qualifiés. Et ça passe aussi par une revalorisation des salaires et des gardes de toute façon pour donner envie aujourd'hui à des... Arnaud, c'est la revalorisation. D'accord. Là, pourquoi on n'arrive plus à recruter aussi à l'hôpital? C'est parce que les gens, moi je suis désolée, les jeunes, ils te disent bien qu'ils ne feront pas ce que nous on a fait, qu'ils ne feront pas tant de gardes par mois, etc. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Si on résout quand même une partie de la permanence des soins en ayant des maisons médicales ou des médecins libéraux qui viennent renforcer les équipes, quoi, où tout le monde participe à la permanence des soins, que tu sois libéral ou hospitalier, déjà ce ne sera plus un critère pour choisir l'hôpital ou pour choisir le libéral, puisque tout le monde participera. Donc moi, en tout cas, sur le plan médical, je suis complètement convaincue que si on participe tous à la permanence des soins, déjà, ça résoudra un problème. Après, tous ces enfants qui sont vus aux urgences et qui sont très chronophages sur le plan PNM, excuse-moi, quand ils seront vus à la maison médicale, le PNM, les infirmières des urgences pédiatriques, elles n'auront plus besoin de voir 180 gamins par jour, puisqu'il y en aura déjà 110 qui seront partis, qui seront orientés directement sur la médecine libérale. Donc, je pense que ça peut être quand même une vraie... Et de même que les infirmières, elles partiront plus de l'hôpital si on leur demande de voir 3 fois plus de gamins qu'habituellement dans leur journée. Donc moi, je pense que c'est il faut absolument s'atteler à cette problématique de permanence des soins. Alors, pas de problème. Moi, de toute façon, si vous, les professionnels et les spécialistes, je suis d'accord. Moi, tant mieux. Mais alors, en fait, j'ai un autre problème, c'est que je vous rappelle quand même qu'en médecine adulte, en tout cas, la permanence des soins en ville, il y a eu des lois ces dernières années qui n'ont pas du tout favorisé la permanence des soins, hein, comme vous le savez. Et les urgences adultes ont globalement un peu le même ressenti que vous, même s'ils ne le disent pas tout à fait de la même manière. Je ne sais pas. Tu vois, j'espère que le chantier n'est pas trop gros, en fait. La solution est belle, mais j'espère que c'est faisable. Le chantier est énorme, mais tu sais, Arnaud, le ressenti des urgentistes adultes, c'est Bérénice là, qui prend la parole, pas du tout le même, parce que les urgentistes adultes, ils se sont bien défendus, ils se sont bien syndiqués, ils ont été très actifs sur tout ça.
Et un urgentiste adulte qui est aux 48 heures, qui est au temps continu, il fait son temps et après il rentre. Il n'a pas ses chroniques à gérer. Et tu vois, si je rebondis sur Non, mais je suis bien d'accord. d'accord. Non, mais en fait, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Je suis bien d'accord avec vous. C'est encore c'est un problème supplémentaire. Moi, je ne vois pas pourquoi vous n'êtes pas au temps continu. Enfin, je ne sais pas, vous l'êtes peut-être. Vous êtes au temps continu. Nos urgences, on l'est depuis 2 ans. D'accord. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on n'incite pas en ville à participer à la permanence des soins aujourd'hui. Pas inciter, il faut obliger. Oui, mais non, il y a des il y a dans les esprits, Arnaud, ce que je vous explique, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que il y a une loi qui a d'ailleurs été votée, je crois, par Xavier Bertrand il y a quelques années, qui arrête de forcer les médecins à participer au tour de garde en ville. Eh ben alors, on va faire la même chose à l'hôpital. Non, mais je pense qu'on peut pas forcer. Non, mais ce que je veux vous dire, mon propos, c'est parce que j'essaye de rester dans la construction, d'accord? Je voudrais m'assurer que de dire que vraiment résoudre 75% des problèmes de la pédiatrie aujourd'hui, c'est une meilleure collaboration avec la ville et inciter les libéraux à participer à la permanence des soins, je voudrais m'assurer que ce truc-là n'est pas complètement délirant et qu'il y a des chances que ça se fasse. Vous voyez ? C'est pas délirant, Arnaud, c'est déjà prévu. Il y a juste plusieurs médecins qui sont un petit peu proches de la retraite et qui appartiennent un petit peu à un autre temps, qui entretiennent vraiment un cloisonnement entre la médecine libérale et la médecine hospitalière. Et clairement, on l'a vu pendant le Covid. Nous, pendant le Covid, les hospitaliers, on est parti en régule, on est parti en centre de régulation, en centre de vaccination. On a bien vu que cette limite-là, on arrivait très, très bien à travailler ensemble. Nous, on a bossé avec plein de généralistes. Non, mais et on s'est dit, ces putains de frontières, il faut les gicler. On va y arriver. Il y a plus de malades qu'il n'en faut, mais il faut arrêter de scinder comme ça l'hôpital du libéral. Et ça, c'est vraiment, on a eu une expérience. Moi, j'ai trouvé que c'était très positif pour ça, le Covid. On a tous appris à bosser ensemble, mais là, tout d'un coup, on a l'impression que chacun reprend sa place. Oui, non, mais ça, alors ça, pour ça, on n'a pas aidé par les tutelles, parce que les tutelles n'ont fait absolument aucun retour d'expérience véritablement. Elles n'ont absolument pas. Non, mais ça, je suis bien d'accord avec vous. Allez-y, prenez la parole. Il y a Alizé qui veut parler, et puis Vanessa aussi. Allez-y. Non, moi, je voulais juste te dire que… Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Non, moi je voulais juste te dire que je ne suis pas sûre que forcer les gens à faire une permanence de sang, ça soit une solution dans le sens où… moi, je m'inscris aussi dans la jeune génération des médecins et autour de moi, je vois bien qu'il y en a pour qui le libéral, c'est aussi une façon de ne plus mettre les pieds à l'hôpital parce qu'il y en a qui ne supportent pas ce mode de fonctionnement aussi. Donc, je ne pense pas que inciter à ce que ça devienne obligatoire, ça soit une solution. Mais bon, ça n'engage que moi. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que la revalorisation des salaires, mais pas que pour les médecins, je veux dire pour les puéricultrices, c'est indispensable. Et surtout, et je pense que c'est ça surtout qui pêche, c'est ce qu'on n'a pas, nous, en pédiatrie, et qui est beaucoup plus respecté chez les adultes, effectivement, c'est ce temps continu, et avoir une activité de vie, de travail qui soit compatible avec une vie en dehors du travail. Et ça, c'est vrai qu'en pédiatrie, ça passe… Enfin, c'est la seule chose que je connaisse, donc voilà, mais ça passe à l'as. Ça passe à l'as complètement. Les 48 heures hebdomadaires, jamais on les fait, jamais. On les a jamais fait internes, on les fera jamais. Et les internes ne les font pas, même si, enfin, je peux pas dire jamais parce que faut pas être pessimiste, mais objectivement, c'est rare. Et en pédiatrie, dans les services d'hospitalisation conventionnels, donc je ne parle pas des urgences où il y a un système de garde, mais on ne part pas à l'heure à laquelle on veut partir. C'est jamais le cas parce qu'on va toujours être alpagué par des parents, etc. Et c'est normal. Et moi, c'est pas du tout ça qui me choque. Mais par contre, il faut que ça soit pris en compte et que cette, entre guillemets, pénibilité du travail que vont aussi avoir les puéricultrices quand elles restent après leur journée pour faire leur transmission écrite et que parfois elles ont fait leur relève, mais que derrière, elles restent encore 1 heure ou 2 heures pour tracer les soins, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte, en fait. Et donc, à un moment donné, les gens partent. Alizé, pourquoi vous vous battez pas pour être en temps continu? Moi, quand je t'entends dire ça, et pour avoir bien connu certaines pédiatres, c'est pas du tout adapté à des horaires postés 8h30, 17h30, quoi. Tout le monde le sait, ça. Donc, pourquoi vous feriez pas du temps continu? Je pense qu'après, c'est des comme les gynécos.
Ouais, mais je pense que c'est gynéco. des partis pris de certains services et je sais pas. Après, c'est une instauration d'un système. Ça, pour le coup, moi, j'ai pas la réponse à cette question. Peut-être que mes collègues en auront. Parce que, Mais tu vois, en temps continu, si tu dois voir les familles le soir, c'est pas la même histoire. Hein. ah bah c'est sûr. Non, mais il y a des C'est pas la services même qui le histoire. font. Hein. Hein. Il y a des Je sais services pas. qui le font, mais c'est pas généralisé et du coup, ça fait des glissements. Ça fait et alors après, là, moi, je parle pour les médecins, mais moi, je le vois bien sur les relèves infirmières, le nombre de fois où elles ont passé une journée à courir dans tous les sens, etc. Où après, elles disent, bon bah là, maintenant que j'ai fait mes relèves à ma collègue du soir, je vais me taper 1 heure de transmission écrite parce que il faut évidemment tout tracer, c'est normal. Tout ça, c'est pas pris en compte, c'est pas des heures qui vont être décomptées à un autre moment. Donc, quand vous êtes infirmière, que vous êtes arrivé à 7 heures le matin, vous repartez à 20 heures, si vous avez 1 heure de trajet, que vous rentrez le soir et que vous ne voyez pas vos enfants, etc., à un Non, mais moment comment donné, on peut veux-tu, comprendre que quand les tu gens s'en racontes aillent. ça, comment veux-tu recruter du monde? Ça, c'est impossible. Non, mais c'est impossible. Là, je Donc, brosse moi, un tableau un peu noir. Hein. Je veux dire, oui, c'est oui, pas, oui, pas on est comme ça d'accord. Mais partout. Hein. Je suis aussi un peu dans les je pense quand caricatures. même que dans la comptabilité des heures de travail, il y a un vrai souci en pédiatrie. Voilà. Ça, moi, je crois qu'il y a un vrai problème. Ouais. Je sais pas, et Vanessa et Bérénice, tout ça, vous avez pas cette impression-là, vous? Juste Arnaud, on n'a pas entendu Christelle, qui est quand même auditionnée aujourd'hui. Oui, c'est pas grave parce que Ouais, Bah, mais si, on la connaît bien, on l'auditionne tous les jours. Non, je je plaisante, dirais un Christelle. petit mot à la fin. Je dirais un petit mot à Vas-y, la parle. fin. moi, j'aimerais bien entendre ton expérience quand même, et tes Christelle, propositions. vas-y, parle. Moi, je ne parle plus jusqu'à la fin. Vas-y, Christelle. D'accord. Bah, moi, j'ai travaillé aux urgences pédiatriques, justement, je connais mes collègues. Donc, c'est sûr qu'en PMI, bon, la pénibilité n'est pas la même en termes de, il n'y a pas de garde de nuit, il n'y a pas de week-end de travail, ça c'est sûr. Ça, il faut bien le reconnaître, en ayant fait les deux, ça c'est évident. Après, ce qui est difficile actuellement en PMI, c'est comme partout, bah, déjà on entend bien qu'à l'hôpital, il n'y a pas de moyens. En prévention, encore moins. En prévention, c'est très difficilement palpable. On ne se rend pas compte des actions réalisées. Donc, il n'y a plus de moyens mis, il y a de moins en moins de personnel et on se retrouve… Et ça aussi, Christelle, ça aussi, c'est des gens qui arrivent aux urgences du coup. Exactement. Le fait que vous n'ayez pas les moyens, c'est des gens qui ne sont pas écoutés. Et moi, j'ai encore eu 2 familles cette nuit qui débarquent alors qu'ils avaient été à la PMI il y a 3-4 jours, mais parce que ils avaient été pris entre deux. Et boum, l'angoisse, elle monte. Et à 2 heures du mat, c'est pour les urges. Alors qu'il y aurait un service de PMI qui serait bien achalandé, qui pourrait rassurer ses parents qui découvrent ce que c'est qu'un bébé, eh ben, ils ne débarqueraient pas à 2 heures du mat, ceux-là. Je suis tout Et à ça, fait d'accord. en fait, tout est lié. Hein. Il y a pas déjà, il n'y a plus de médecins en ville, comme vous disiez très bien. Je vois bien, moi, dans mes patients, là, il y en a plein. Ils n'ont plus de médecins traitants, hein, c'est clair et net. Et surtout, les médecins traitants, ce n'est plus des médecins de famille. C'est-à-dire que pour ces jeunes parents qui ont un bébé qui débarque dans leur vie, un médecin de famille, ça changeait tout. C'est-à-dire que voilà, c'était quelqu'un en qui ils avaient confiance, ils avaient même pu discuter avant. C'était pareil pour les pédiatres de famille avant. Et ça, il en existe très très peu. Et du coup, ça représente vraiment un pourcentage de notre population qui est maintenant très faible. Mais ça, c'est encore pour la permanence des soins. Alors que si on retrouvait ces médecins qui prenaient le temps d'écouter et d'entendre ses parents et qui prenaient le temps de leur donner des conseils, ne serait-ce que sur la fièvre, sur les diarrhées, sur tout ça, c'est encore des gens qui débarqueraient pas et surtout, ça créerait beaucoup moins d'angoisse. On est vraiment en pédiatrie, moi je trouve qu'on est… Alors bien sûr, tout le monde est beaucoup plus angoissé en ce moment et depuis quelques années, mais alors en pédiatrie, je suis désolée, mais on leur demande d'être des parents parfaits, là. Il faut qu'ils sachent tout, il faut qu'ils fassent tout hyper bien et du coup, mais ils pètent tous un câble et je les comprends, sincèrement, il faut que tout le monde se détende. Hein. Ouais, c'est très compliqué effectivement actuellement avec toutes ces injonctions effectivement de parents parfaits, les problématiques des écrans, les problématiques qu'il n'y a plus de médecins en ville et les rares, ils sont tellement acculés qu'ils voient les gens très vite, enfin ils n'ont pas le temps. Moi je vois bien, si j'ai une maman qui craque devant moi, je peux prendre 1 heure avec elle en PMI, mais les médecins en ville ils ne peuvent pas, c'est impossible. Il faut aller droit au but, quoi. Tu as 10 minutes, tu ne peux pas passer du temps. Donc, moi, en plus, en ayant bossé aux urgences, je sais expliquer aux gens les critères de gravité de telle ou telle pathologie. Je prends toujours le temps de le faire parce que je me souviens qu'aux urgences, combien de fois je voyais des gens qui déboulaient avec un enfant de 5 ans qui avait de la fièvre depuis 15 minutes. Là, je leur dis bien, je leur explique les critères pour aller aux urgences ou ne pas y aller surtout. Mais on n'est pas assez nombreux pour faire tout ce travail. Les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, tout le monde est débordé. On est de plus en plus dans la protection de l'enfance où on flirte avec la protection de l'enfance.
parce qu'il y a des situations de plus en plus délicates, voilà, avec des violences conjugales, des violences autres. Et du coup, ça ne prend pas aussi sur la prévention, forcément. Quand on est dans la protection, on n'est plus dans la prévention. Mais c'est un mauvais deal parce que la prévention, ça coûte beaucoup moins cher au final que la protection de l'enfance, que toutes les pathologies qu'on peut rencontrer ensuite à l'âge adulte parce qu'on a vécu des violences enfants et qu'on n'a pas pu avoir des soins. Et c'est vrai que voilà, c'est ça que je voulais surtout dire, parce qu'après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites, mais c'est vraiment… et on a plein de rapports, les 1000 premiers jours, d'Adrien Taquet, dépister les violences conjugales et tout ça, dépister de plus en plus tôt les troubles du spectre autistique. Et bien sûr, on peut le faire, mais derrière, s'il n'y a rien, à quoi ça sert? S'il n'y a pas de prise en charge derrière, ça ne sert à rien de dépister des choses qu'on ne peut pas prendre en charge. Donc, c'est violent pour les gens et pour les soignants. Je pense qu'au-delà du salaire, les gens en PMI, ils aiment, comme dans les urgences pédiatriques ou la pédiatrie, je pense qu'on est passionné par les enfants. Ce n'est pas la problématique majeure, bon, même si, bien sûr, le salaire, ça compte, mais c'est aussi d'avoir l'impression de faire bien son travail. Et c'est ça qui est hyper douloureux. Quand on n'arrive plus à s'occuper correctement des enfants, c'est terrible, quoi, franchement. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de débat, c'est complètement vrai. Je pense qu'effectivement, la PMI, il faut la revaloriser absolument parce qu'il y a tout ce côté prévention qui est indispensable. Il est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'une consultation de pédiatrie en ville où on va voir une maman qui va pouvoir craquer aussi parce que la diversification, c'est compliqué, parce que etc., ça prend plus de temps qu'un renouvellement d'ordonnance de traitement antihypertenseur. Ça, voilà. Et que quand on est pédiatre, comme on l'est tous, et je pense que c'est ce que tu disais, Christelle, on a à cœur d'accompagner aussi les parents et on a un gros rôle là-dedans. On le fait volontiers. Je veux dire, ça fait partie du travail et on a aussi choisi ça. Mais ça fait que les consultations durent beaucoup plus longtemps que, encore une fois, une consultation de médecine générale. Et ensuite, là où ça fait complètement le lien avec une grosse problématique de la pédiatrie, qu'elle soit libérale ou hospitalière aujourd'hui, ou de PMI ou de tout, c'est les structures sociales qui accompagnent. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les urgences pédiatriques, je pense que vous en voyez tous les jours des enfants qui viennent de situations sociales hyper défavorisées, etc. Et nous, pédiatres, on se retrouve aussi à faire quelque chose qui n'est pas directement dans notre domaine de compétences, mais ça le devient par défaut et en lien avec toutes les structures de prise en charge de l'enfance, et où ça manque, mais cruellement. C'est-à-dire qu'on a aussi des hospitalisations qui durent parce qu'on ne peut pas prendre le risque de faire sortir un enfant parce qu'il n'y a pas de structure derrière qui va pouvoir faire le lien. On a une absence totale de coopération et de logiciels communs entre les différentes PMI, etc. C'est-à-dire qu'en changeant de secteur, on peut avoir un nomadisme de prise en charge qui est énorme. Enfin, ça, c'est un vrai problème aussi. Ouais. Et moi, je voulais ajouter un domaine dont on n'a pas parlé là ce soir et qui me paraît aussi très important, c'est tout ce qui est la pédopsychiatrie, parce qu'on est vraiment si je peux me permettre, attends, si je peux me permettre juste, je vous écoute. Ouais, là, vu l'heure, il faudrait quand même, juste avant d'aborder la pédopsychiatrie, et c'est pas très grave si on déborde, je voudrais, mesdames, s'il vous plaît, qu'on reprenne les propositions pour être sûr qu'on a bien compris. Voilà. Valorisation du temps de soins pour le script. Alors, voilà, allez-y, je vous laisse décliner et puis nous, on note. Sur le plan valorisation des actes, il faut absolument qu'il y ait une valorisation du temps de soins qui est propre à la pédiatrie. Il faut qu'il y ait également une promotion des actes de prévention, d'éducation, d'accompagnement. Tout ça, c'est des choses qui doivent être valorisées, effectivement, de prendre le temps d'examiner un enfant. Il y a eu une réforme récente, la tarification des urgences, qui nous a fait, on a tous fini en PLS. C'est-à-dire que quand tu examines un enfant, un nourrisson de moins de 1 mois aux urgences, c'est moins valorisé qu'un adulte. Et donc, on voit bien que la pédiatrie n'est pas du tout représentée dans les instances qui décident de la tarification de tout ça. Tout ça aussi, ça ne va pas. Oui, il faut valoriser le temps de soins, il faut faire la promotion. Donc, alors, valorisation, donc, alors là, tu as abordé la tarification. Donc, on a largement parlé des ressources humaines. Il faut embaucher des paramédicaux quand il y en a besoin. Il faut embaucher quand même plus de médecins. Et des médicaux. Oui, j'ai dit les deux. Et des médecins. La tarification, vous avez largement insisté sur la collaboration pour la permanence des soins avec
la médecine libérale. Et là, ce que disait Alizé, c'était très intéressant parce que le manque de moyens, finalement, en ville sur le domaine de la protection de l'enfance retentit aussi sur les hospitalisations, bien évidemment, parce qu'on n'ose pas faire sortir les gamins. Bah oui, c'est tellement évident. Donc, en fait, le manque de moyens en ville, qu'il soit de l'ordre du curatif ou du préventif par les PMI, par les systèmes de protection, vous, en fait, vous prenez tout ça après dans la tronche à l'hôpital. Bon, ok. Moi, je pense qu'il faut rajouter un item sur le décompte horaire de l'exercice médical. Moi, je ne comprends pas comment on peut encore fonctionner autrement qu'en temps continu. C'est une fumisterie ça devrait être généralisé partout et pas à la libre volonté d'un chef de pôle ou je ne sais quoi. Et de toute façon, dans le soin, je peux vous dire qu'il y a comme problème redondant partout, quel que soit le domaine, ça dépend des endroits. Non, en fait, non, ça doit plus dépendre des endroits. Ça doit être comme ça. Les pompiers, ils ont des critères bien précis pour savoir combien ils doivent être à tenir la lance d'eau quand il y a un feu, et ça ne dépend pas des endroits. C'est comme ça. Donc, en fait, il faut un peu bomber le torse et se mettre un peu en colère, parce que ça, c'est plus possible. Bon, voilà. Moi, j'ai dit, gros, je pense si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans les propositions, il faut le dire. Il faut Et aussi sinon, sanctuariser les lits et les moyens hospitaliers. Il faut sanctuariser les lits, les moyens hospitaliers. Nous, c'est la première fois en 10 ans qu'en période de bronchio, au lieu d'ouvrir 2 lits en plus, on en a fermé 4. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une adaptabilité du système qui est récurrente. Je te dis, la bronchio, c'est tous les ans, on se fait rouler dessus. Ça suffit. Ouais. Bon, après, moi, j'ai une autre proposition, mais qui serait un peu dramatique. À vous écouter ce soir, je pense qu'il faut arrêter de faire des enfants. Bon. Mais je sais pas, mais je sais pas si on peut résoudre le problème de la pédiatrie juste avec ça. Je vous laisse embrayer sur la pédopsychiatrie si vous voulez. Juste, vas-y, pardon. Non, je vous laisse parler. Est-ce qu'on pourrait juste dire un mot sur ça rejoint la bronchiolite, la néonate et les transferts qui se font entre régions, et moi ça me scandalise. Enfin, j'ai une amie qui est néonate. Merci Cécile, j'y ai pensé puis j'ai oublié. Je sais que ça rejoint les problématiques de la pédiatrie en général, mais c'est quand même une mise en danger. Les bébés qu'on éloigne de 80, 90, 100 bornes de la maman parce qu'il n'y a pas de lit en néonate, mais c'est un scandale d'État, ça, non? Mais non, mais le rapport de l'IGAS nous a dit qu'on avait assez de lits en soins critiques, vous n'avez pas bien lu. Non, mais le mec qui a fait le rapport de l'IGAS, il faut le prendre. Faut le prendre, le mettre tout nu sur la place du village et lui demander de nous relire le rapport de l'IGAS. Et puis, on va l'emmener chez les mamans qui sont traumatisées parce qu'on leur enlève leurs gamins. Dans les Hauts-de-France, on est quand même une région quand même plutôt bien dotée dans les Hauts-de-France. Je peux vous dire que j'ai passé du temps avec une gynéco ces dernières années. Je suis pas mal, moi, je suis bien dans la périnatalité dans mes vies personnelles et du coup, ça me permet mais je peux vous dire que tous les jours, j'entendais parler de mamans qu'on éloignait des bébés de 50, 60, 80 km. C'est pas possible de faire ça. Et ça, c'est aussi le problème de la régulation des places sur les maternités. Parce que parfois, c'est aussi que les maternités ne peuvent pas accueillir les mamans. Et ça, donc ça fait vraiment le lien avec la gynéco. Mais ça, c'est une réalité aussi. Alors, nous, on pensait qu'il y allait avoir un Zoom spécifique pour la néonate. Du coup, moi, j'avais croisé ma collègue qui est responsable de la néonate. Écoute, si tu... et on m'a dit que... alors, moi, écoute... C'est Christelle qui m'avait dit ça. Écoute, je suis très intéressé parce que moi, à ma connaissance, parce que j'avais aidé la néonate de Boulogne qui a fermé des lits, tout ça, mais bon, l'équipe, je les ai ressollicités. Ils ne se sentaient pas en capacité de participer à une audition. Moi, je pense qu'il faut absolument faire une audition sur la néonate. C'est moi aussi, indispensable. je pense que c'est vraiment un domaine à part et ils ont des grandes difficultés aussi. Alors, attends, c'est Vanessa qui a parlé là? Non, mais c'est le groupe de ce soir. Et Christelle, tu dois m'aider à organiser ça. C'est fondamental. Et vous auriez dans vos collègues des néonates qui accepteraient de nous parler? Ouais. Oh, génial. Bon, super. Et du coup, je voulais juste aussi ajouter, on n'a pas parlé de la médecine de l'adolescent, mais je vous avoue qu'en ce moment, nos ados, je ne sais pas autour de vous, mais chez nous, ils ne sont pas super en forme. C'est-à-dire que vraiment, on a une explosion des troubles du comportement alimentaire qui est juste... moi, ça me retourne le ventre de faire partir, j'ai encore refait partir
jeune fille et sa maman cette nuit parce qu'on n'a pas de place et que du coup, je lui ai promis que quelqu'un allait la rappeler un jour, mais vraiment, elle essayait toujours de me redonner un argument. Mais vous savez, elle fait ça aussi. Et vous savez, elle fait ça aussi. Et je sais, elle est malade, votre fille. J'ai bien compris. Mais là, on peut pas l'hospitaliser. J'avais envie de lui dire, elle a pas fait, elle a pas perdu connaissance encore, madame. Elle a pas d'hypoglycémie. Et voilà, mon chef, il m'a dit que s'il n'y avait pas ça, il fallait pas la garder parce que sinon on en avait trop. Et je pense vraiment qu'au niveau de la médecine de l'adolescent, il y a une vraie problématique de pas assez de gens formés parce que ça fait peur aux pédiatres, les médecins de l'adolescent. Nous, on a la chance d'avoir une équipe de médecins d'adolescents qui nous forment pour qu'on ait moins peur. Mais entre les problèmes de troubles du comportement alimentaire, les viols, les enfants où il faut que les grossesses à l'âge de l'adolescent, et donc toutes ces problématiques et toutes les problématiques des maladies chroniques où c'est pas simple de vivre une maladie chronique. Quand on vit son adolescence, c'est déjà pas simple quand on n'a pas de maladie. Tout ça, c'est vraiment aussi très sous-doté et qu'il faut vraiment travailler là-dessus parce qu'il y a même des zones complètes en France où il n'y a pas d'équipe, quoi. Bon, d'accord. Eh ben, écoute, on l'a bien noté. Je pense que nos scribes, elles l'ont bien. Cécile, c'est toi la scribe? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Bon, ben, cool. Tu connais très bien. Cool. Multitâche. Multitâche, Christelle. Christelle, ouais, note-le bien, ça surtout, hein, c'est important. Et le lien avec la pédopsychiatrie est du coup très fort parce que il y a plein de situations qui sont très pluridisciplinaires à cette période-là comme aux autres, mais à la période de l'adolescence encore plus. Et c'est vrai que 0 lit, par exemple, nous on a un département 0 lit de pédopsychiatrie, ça n'existe pas chez nous. Vous savez, parce que nous les adolescents essoniens n'ont jamais de maladie psychiatrique. Non, mais il y a plein d'endroits où c'est ça et où du coup ça se transforme sur des hospitalisations en pédiatrie générale et où en pédiatrie générale il y a des espèces de quotas où ils disent non, on est désolé mais on peut pas prendre plus de je sais pas moi 3 patients entre guillemets psy, même si j'aime pas ce terme, parce que derrière ça va emboliser la décompensation de la drépanocytose avec la crise vaso-occlusive, ça va empêcher d'hospitaliser une crise d'asthme et compagnie, et ça c'est un vrai problème mais partout, et ça c'est un problème mais général. Vous savez, excusez-moi juste de vous interrompre, c'est Vanessa qui parlait de 0 lit de pédopsychiatrie? Oui. Tu sais, ça, il faudrait que tu rentres en contact avec moi parce que ça, si tu veux, dans la communication qu'il faut faire autour du vrai Ségur, au-delà de nous, on va construire des propositions sérieuses et bien dans un bon format, etc. Mais si tu veux, il y a une guerre de communication après, tu vois. Les réseaux sociaux, il faut tout défoncer. De toute façon, les politiques, ils comprennent que ça. La manière un peu forte. Je peux te dire qu'un tweet avec Essonne, 0 lit de pédopsychiatrie, est-ce que vous trouvez ça normal? France, mars 2022, ça, je peux te dire que ça ferait du bien. Hein. Moi, mais si vous ne me donnez pas, j'ai besoin de connaître tout ça. Donc, là, je vais retenir dans l'Essonne qu'il n'y a pas de lit de pédopsychiatrie. Mais si vous avez d'autres exemples comme ça, il faut absolument, si vous êtes en contact avec Christelle, balancez des infos comme ça à Christelle. Et nous, derrière, dans le collectif, on prend les infos et on communique autour. C'est fondamental. D'accord. Donc, les infos chocs et une session néonate. Exactement, les infos chocs, Christelle, vu que tu t'ennuies ce soir, je te rajouter quelques petites missions. Nickel. Et vous avez fait je suis désolée, j'ai vraiment pas tout suivi, hein, je suis pas une bonne élève, mais au niveau de la psychiatrie, vous avez réussi à faire des sessions? Ah oui, on en a fait plein. Les filles, vous pouvez répondre avec plus de détails que moi, mais on en a fait plusieurs. Oui. Plusieurs auditions. Au moins 3. Au moins 3, la santé mentale. Au moins 3. Je suis désolée, il faut que... Pardon. Excusez-moi, non, je suis désolée, je dois vous laisser. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci à toi. Ça passe. Merci à toi d'être venu. Là, tu as été bien rempli, on avait plein de choses à dire, c'est vrai que... Ouais. Merci beaucoup, à bientôt et bon courage. Merci toi aussi. Au revoir. Au revoir. J'allais dire, on ne le dit pas parce que c'est évident pour tout le monde, mais faut-il le redire quand même, que le nœud du problème partout, c'est quand même qu'on a besoin de plus d'infirmières, qu'elles restent là, qu'elles soient mieux payées, qu'elles aient envie de rester. Mais bien sûr. Moi, je serais infirmière dans mon service, je partirais. Non, mais c'est tellement évident qu'on ne le dit plus, en fait. T'inquiète pas, nous on bourrine.
Les filles, elles passent 2 jours, 2 nuits, elles reviennent. Mais non, mais c'est impossible de faire ce métier-là. Comme ça, personne. C'est impossible, à part la passion, et puis ce sentiment d'être en mission. Mais tu rends pas pérenne des filières sur la passion et sur la mission, quoi. C'est pas possible. On les connaît, nos warriors là, de tous nos services. Mais derrière elles, il n'y a personne. C'est ça le problème. Et tu fais venir des jeunes aujourd'hui dans les services actuellement, mais ils ont raison de ne pas vouloir faire ce métier-là. Je suis désolé, ils ont raison. Voilà. Nous, elles repartent toutes. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais Olivier Véran, quand il vient visiter un hôpital, t'inquiète pas qu'il se démerde pour visiter l'hôpital bien doté. Olivier Véran, il faut lui faire visiter les services de pédiatrie de France. Tu vois, il a que ça à faire. Bon. Ouais, les pédiatres, souvent, on est trop sages. C'est une des problématiques. Mais oui, mais si tu veux, vous êtes trop sage parce que on attend. Les pédiatres, vous êtes aussi l'incarnation d'une certaine forme de sagesse, de modération. Voilà. Mais je pense. Et vos syndicats, ça donne quoi? Vos syndicats, vos sociétés savantes, ils sont un peu. Les syndicats, il n'y en a quasi pas en pédiatrie, sincèrement, il est quasi mort. Et si, c'est pas vrai, c'est de quelqu'un du Nord qui bouge quand même un peu. C'est le pédiatre de Roubaix. J'ai oublié son prénom là, mais le pédiatre de Roubaix qui bouge pas mal. Faudrait que je le contacte alors, parce que c'est vraiment. Ouais. Ok, bon, nous on a bien compris. On a dépassé de 11 minutes. Je pense qu'il faut peut-être clôturer le Zoom parce que ça permet quand même à tout le monde de reprendre un peu une vie personnelle. Et les gens qui sont impliqués dans l'organisation, ils y sont tous les jours. Alors, il ne faut pas trop qu'on traîne. C'était vraiment passionnant. C'était passionnant. Vraiment, je vous remercie. Par contre, il faut qu'on reste en contact. Il faut qu'on reste en contact pour pas se limiter à ce soir. On a Christelle. Christelle nous connaît bien et du coup, Christelle va nous faire venir. Ouais, il faut qu'on crée un lien, si vous voulez, parce que moi, je suis un peu démuni pour savoir. Bon, ce soir, j'y vois plus clair, mais pour savoir quel message il faut porter de manière un peu virulente. Bon, là, ce soir, j'ai bien capté, mais il faut qu'on reste en contact pour alimenter un groupe WhatsApp pédiatrie, c'est très bien. Ah bah, vous l'avez peut-être fait pour ce soir. Ouais, ce sera très bien. Ouais, il faut le faire. Bon, écoutez, je vous remercie vraiment. Christelle, Cécile, merci. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Bon, je ne suis pas très surpris globalement de tout ce que vous nous avez dit, mais il fallait le dire. Et voilà. Et si jamais vous donc, je compte sur vous pour nous mettre en contact pour qu'on puisse faire une session néonate. Et surtout, je compte sur vous pour nous dire si vous estimez qu'il y a des messages importants à porter. Et si la session de ce soir n'a pas suffi avec vous, vous le dites à Christelle et on trouvera un créneau supplémentaire. OK ? Je me ferai démonter par Audrey, mais tant pis. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Merci à tous. Au revoir. Salut. Salut Christelle. Ciao.